Ravi de vous retrouver sur LCP Public Sénat pour une nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes comme toujours au cœur du Parlement européen, à Bruxelles. Ils sont les plus nombreux parmi les députés européens français. 23 élus du Front National qui siègent depuis les élections européennes de mai dernier. Mais quel est leur vrai pouvoir? Ils n'ont pas de groupe politique, une simple étiquette de non-inscrits. Ont-ils les moyens de peser sur les institutions qu'ils pourfendent? C'est l'objet de notre enquête que vous verrez dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, la question européenne de la semaine, le méga plan proposé par Jean-Claude Juncker pour sauver la croissance européenne a-t-il de l'avenir? Est-ce un plan miracle ou un mirage? Réponse en images. C'est le cadeau de Noël de Jean-Claude Juncker aux citoyens européens. Un plan de 315 milliards d'euros pour relancer l'économie du continent en panne de croissance et d'investissement. Le président de la Commission rêve de grands projets pour faire redémarrer l'activité en Europe. Des transports à grande vitesse, des éoliennes high-tech, des initiatives numériques pour faire contrepoids aux géants asiatiques et américains. Nous devons envoyer un message aux citoyens européens et aussi au reste du monde. L'Europe est de retour aux affaires. L'argent ne tombera pas du ciel. L'Union européenne mettra sur la table seulement 21 milliards d'euros. Pour le reste, pas de cash, seulement un pari sur l'investissement privé qui viendrait compléter l'argent garanti par Bruxelles. Pour 1 euro public, la Commission en attend jusqu'à 15 euros venus du privé. Autrement dit, elle mise peu et joue gros. Mais si Jean-Claude Juncker le sait bien, la confiance ne se décrète pas. Il espère que son plan permettra de créer plus d'1 million d'emplois dans les 3 ans. Alors, miracle ou mirage, qui veut croire au Père Noël? Et pour commenter l'actualité européenne de la semaine, nous accueillons un député français, Marc Joulot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvel élu ici à Bruxelles. Vous avez été élu en mai dernier pour la France. Vous siégez sous les couleurs du PPE, le Parti populaire européen. Vous avez été élu pour l'UMP. Alors, que pensez-vous de ce plan Juncker? Est-ce que, je reprends ma question, est-ce que c'est un remède miracle ou un mirage qui ne trompe personne? Non, c'est ni un mirage, ni une recette miracle. L'Europe a été souvent vue comme une contrainte, comme... voilà. Aujourd'hui, avec le plan Juncker, on parle de projet, on parle d'investissement, on parle de croissance. Donc pour vous, c'est une bonne chose que la Commission européenne prenne l'initiative? Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est une vraie différence, c'est un vrai changement. C'est une volonté politique qui est aujourd'hui affirmée de dire l'Europe, dans le contexte mondial, doit investir dans des contraintes avec... L'Europe a été vue souvent sur des contraintes budgétaires. Aujourd'hui, c'est un projet d'investissement. Mais on parle ici d'investissement privé. Finalement, il n'y a rien de fixé puisque l'Europe, l'Union européenne, ne va contribuer qu'à hauteur d'une vingtaine de milliards d'euros. Elle compte sur les investisseurs privés. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent répondre à l'appel de la Commission? Qu'est-ce qui les pousserait à investir en Europe? Le plan Juncker, c'est 315 milliards. L'Europe met 21 milliards. Et l'objectif, c'est de dire quand 1 euro est mis sur des projets qui sont labellisés par l'Europe, qui sont validés, des partenaires privés viennent mettre 15 euros. Globalement, sur des programmes européens, le projet a fonctionné. Donc, par exemple, sur quoi est-ce que vous avez des... Il y a plusieurs projets. Sur la Banque européenne d'investissement a levé plusieurs milliards d'euros sur le même système, de l'effet multiplicateur 1 x 15. Oui. Il y a eu des programmes sur les PME. C'est un projet qui va fonctionner. Donc pour vous, c'est une bonne méthode? Oui, c'est une bonne méthode. En tout cas, c'est une volonté politique. L'argent n'existe pas, il n'est pas Aujourd'hui, si vous regardez l'Europe, les taux sont faibles. Il y a de l'argent en Europe. Donc mécaniquement, le projet va fonctionner. Ça repose sur la confiance et ça repose sur une volonté politique qui aujourd'hui qui fonctionne. Est-ce que vous pensez à des grands projets très concrets, par exemple dans les transports ou dans l'énergie, qui pourraient rentrer dans le cadre de ce plan de Jean-Claude Juncker? Les priorités, elles ont été affirmées clairement, c'est le numérique, l'écologie, le vert, les transports. Donc il y a aujourd'hui, sur 315 milliards, il y a 700 milliards de projets déposés. Ah oui? Déposés, qui sont aujourd'hui devant la Commission. Donc ça veut dire que le plan est crédible.
et qu'ensuite... Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et l'Europe, voilà, il y a 700 milliards de projets déposés. Alors on va parler d'un autre homme qui est à la une cette semaine, David Cameron. Le Premier ministre britannique a annoncé de nouvelles mesures pour limiter davantage l'accès aux aides sociales des immigrés venus de l'Union européenne. Écoutez. Si vous êtes de l'Union européenne et que vous venez en Grande-Bretagne à la recherche d'un emploi, nous ne paierons pas votre chômage. Si vous restez pendant plus de 6 mois sans travailler, vous rentrerez chez vous. Si vous travaillez et vivez en Grande-Bretagne, vous ne disposerez pas d'avantages sociaux, de logements sociaux et du crédit d'impôt. Vous n'aurez pas tout cela tant que vous n'aurez pas participé au système pendant 4 ans. Alors ce n'est pas la première fois que David Cameron tient ce genre de propos, mais est-ce que cette fois, avec des mots très durs quand même, très francs, est-ce qu'il n'est pas allé trop loin selon vous, Marc Joulot? David Cameron va trop loin. De manière générale, il va trop loin. De manière générale, il va trop loin. Il court après le UKIP, après les europhobes qui siègent ici au Parlement européen. Le UKIP qui demande, parti qui siège ici au Parlement et qui demande la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Globalement, qu'est-ce que dit Cameron? Il dit, moi je suis français, je vis en Angleterre, il faut que je réside depuis 4 ans pour pouvoir avoir un logement social, pour pouvoir prétendre à des droits. Donc ça, c'est discriminatoire. C'est une remise en cause profonde de la libre circulation au sein de l'Union européenne. Il y a 2 sujets. L'immigration, bien sûr que c'est un sujet. Il y a l'immigration extra-Union européenne, qui est un sujet. David Cameron remet en cause la libre circulation au sein de l'Union européenne. Il court après l'UKIP. Mais alors, d'un autre côté, il dit, et si je ne suis pas écouté, ce sera comme ça, je veux remettre en cause la libre circulation, et si je ne suis pas écouté, eh bien dans ce cas, le Royaume-Uni pourra très bien sortir de l'Union européenne après le référendum qu'il compte organiser. Est-ce que si le Royaume-Uni, s'il met sa menace à exécution, est-ce que ce sera un problème pour l'Europe que le Royaume-Uni soit hors du groupe? L'Angleterre a déjà un pied dedans, un pied dehors. Elle est dans l'Union, elle n'a pas la monnaie. Il va falloir choisir. Moi, je suis convaincu, en tout cas, je pense que beaucoup le souhaitent, il faut une clarification. La Grande-Bretagne a vocation à être bien sûr dans l'Europe et sur des sujets simples, bien sûr l'économie, sur la défense. La dissuasion nucléaire. Sur la défense, la défense européenne n'existe pas. Ceci dit, la dissuasion nucléaire, qui est un sujet dont on parle peu, mais qui est un vrai sujet, repose aujourd'hui sur la France et la Grande-Bretagne. Donc la France a intérêt à ce que le Royaume-Uni reste bien sûr, mais Cameron court après l'UKIP. Alors juste un dernier mot pour finir, sur un sujet qui fait parler. À Strasbourg, les députés ont voté pour le démantèlement de Google à une très large majorité. Est-ce que c'est un vote symbolique ou est-ce que la guerre est déclarée entre Google et les institutions européennes? Il n'y a pas de guerre déclarée, il y a simplement une volonté politique qui est affirmée de la part du Parlement vers la Commission, qui est de dire une chose très simple. Google, c'est le moteur de recherche qu'on utilise tous. Est-ce que Google profite de sa situation de recherche pour faire du commerce? Ça, c'est la question. Mais dans les faits, est-ce que les institutions européennes ont les moyens de... Écoutez, par le passé, il y a eu un vrai conflit entre l'Union européenne et Microsoft. Oui. En 2013. L'Union européenne a mis 500 millions sur la table, de contraintes, d'amendes contre Microsoft. Donc dans les 10 ans qui viennent, il y a un sujet entre l'Union européenne et Google. Eh bien, on en reparlera très sûrement. Merci Marc Joulot d'avoir été l'invité de cette émission. Place tout de suite à la deuxième partie d'Europe Hebdo. La France compte 74 députés, parmi eux de nombreux députés du Front National. Ils siègent comme non inscrits puisqu'ils n'ont pas de groupe. Alors, est-ce une armée impuissante ou au contraire une délégation importante? Voyez ce reportage signé Jérémy Hartmann et Georgia Beaucourt. Non, parce que ça doit être à l'endroit où on a eu la conférence de presse l'autre jour. Ils ont investi le Parlement européen, mais sont parfois encore un peu perdus. Si. Ah non, on n'est pas au bon étage. Allez, on y retourne. Mais je me repère beaucoup mieux à Strasbourg qu'à Bruxelles. Bruxelles, j'ai un peu de mal. Marie-Christine Arnautu fait partie de ces 23 députés du Front National que les Français ont envoyés en juin dernier dans cette institution. Alors nous sommes au 6e ici. Attention de ne pas vous cogner parce que c'est petit. Hein.
Alors ici, il y a la malle. C'est très important, la malle, hein. Celle-là, vous la trouverez dans tous les bureaux des députés. C'est la malle qui fait l'aller-retour entre Bruxelles et Strasbourg. Hein, donc les toilettes... Cette Europe froide, bureaucratique, qu'il dénonce si souvent, il la découvre maintenant de l'intérieur. Que nous soyons ici à Strasbourg ou que nous soyons à Bruxelles, à aucun moment, nous ne perdons de vue que nous avons été élus en France par des Français qui n'ont fait que nous mandater ici au Parlement européen pour tenir parole et pour respecter notre profession de foi que nous avions fait envers eux pendant la campagne des européennes. Une mission que Marie-Christine Arnautu s'applique à remplir avec le plus grand sérieux devant notre caméra. Étant élue de Nice... Est-elle toujours aussi consciencieuse et assidue ? Ce jour-là, en tout cas, l'eurodéputée FN se montre particulièrement pointilleuse pour préparer son intervention dans l'hémicycle sur l'immigration clandestine en Méditerranée. En vue de mieux gérer les flux migratoires, en réalité, il nie... Comme chaque député européen, elle n'aura droit qu'à 1 minute de temps de parole. Un chronométrage s'impose. Aujourd'hui en Italie, sur 12 centres d'identification et d'expulsion, 8 ont été fermés à cause des révoltes de clandestins. La situation y est explosive et M. Salvini l'a dit, les Italiens subissent l'arrivée de 150 à 160 000 migrants illégaux. Marie-Christine Arnautu, une députée comme une autre? Pas tout à fait. Elle est en réalité considérée officiellement comme députée non inscrite, car les élus Front National n'ont toujours pas réussi à former de groupe parlementaire et se plaignent de ne pas avoir les mêmes droits que certains. Le fait de ne pas avoir de groupe fait que dans les commissions thématiques, en l'occurrence moi je suis à la commission des transports et du tourisme, nous n'avons pas de coordinateur, c'est-à-dire en gros nous n'avons pas de représentants officiel du groupe et donc nous avons moins de temps de parole, moins de possibilités de déposer des amendements. Pour former un groupe, le règlement impose un minimum de 25 députés et 7 nationalités. Pour l'instant, le Front National n'en a convaincu que 4 autres, des Italiens de la Ligue du Nord aux Autrichiens du FPO. Mais Marine Le Pen refuse de s'allier avec d'autres partis à la réputation encore plus sulfureuse, comme les néo-nazis grecs d'Aube Dorée ou les ultranationalistes hongrois du Jobbik. Certains députés frontistes n'ont pas la même retenue. Je pense qu'il y a des forces politiques qui sont représentées dans ce Parlement, que je ne vais pas détailler, mais dont on dit du mal, qui sont diabolisées. Personnellement, c'est une opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion de la présidente, et je joue collectif. Je souhaiterais qu'on s'entende avec tous ceux qui partagent nos opinions sur l'Europe. Minoritaires dans l'hémicycle, incapables de former un groupe parlementaire, les 23 députés FN ressemblent pour l'instant à une armée impuissante. Ils ont vendu du vent aux Français en disant votez pour nous et vous allez voir ça va déménager à Bruxelles et à Strasbourg. En réalité ça déménage rien du tout et en fait ils ne font que s'auto-alimenter. Mais ça sert en fait à rien malheureusement et ça fait surtout pas avancer la vie quotidienne des gens. Une situation de blocage que le leader historique du FN préfère minimiser. On est député, on assiste, on vote. Un député, essentiellement, ça vote. Et nous sommes une opposition qui est minoritaire, ce qui est quand même relativement banal dans une assemblée. Il n'y a rien. Nous défendons nos idées avec, à la mesure des moyens qui nous ont été donnés par nos électeurs. Il n'empêche, si les élus du Front National n'arrivent pas à obtenir les mêmes droits que les députés inscrits dans des groupes parlementaires, certains menacent déjà de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Le Front National au Parlement européen, on en parle avec 2 députés qui nous ont rejoints sur ce plateau. Sophia in 't Veld, bonjour. Vous venez des Pays-Bas, vous êtes membre du groupe ADLE qui regroupe notamment les démocrates et centristes et vous êtes ancienne présidente de la commission des lois ici au Parlement. Et en face de vous, Marc Tarabella, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge, vous faites partie des socialistes européens. On a voulu voir ce regard croisé de votre part sur cette délégation de députés FN, qui est donc la plus importante pour la France, mais qui n'a pas de groupe. Sophia in 't Veld, est-ce que les députés FN sont des députés comme les autres ou est-ce qu'ils ont une place à part ici au Parlement ? Mais nous sommes tous des députés égaux, hein, il n'y a pas de différence. Mais je crois, j'ai vu un peu le vidéo tout à l'heure,
dans une démocratie, je crois l'essentiel, c'est pas comme le disait Monsieur Le Pen, tout simplement voter tout le temps, c'est faire des compromis, trouver des majorités pour ses idées. On ne peut pas. Il défend ses idées, mais pourquoi il n'est pas capable de convaincre les autres? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. On cherche des compromis, on cherche des majorités, on cherche le consensus. Marc Tarabella, en France, il y a beaucoup de déclarations tonitruantes de la part de certains leaders du Front National. Ici, on a l'impression qu'ils sont plus calmes. Quel est votre sentiment à vous? Est-ce qu'ils se sont faits au fonctionnement européen de l'Europe? Comme l'a dit Sophie In 't Veld, chaque député, nous sommes tous égaux entre nous et on a les moyens de travailler. Et le travail s'effectue non seulement en plénière, mais bien en amont, bien avant, dans les commissions parlementaires, dans les groupes. Et c'est là que se forgent les décisions. Vous les voyez, vous parlez avec eux? Il y en a qui sont présents. Moi, je suis dans la commission agriculture. Ils sont souvent présents et actifs. Tout le contraire de leur chef de file, Marine Le Pen, qui, il faut le rappeler, entre 2009 et 2014 a été membre de la commission emploi. Elle n'y a jamais mis les pieds. Alors, c'est une manière de travailler et de faire du vent, comme le disait José Bové, d'aller partout aux côtés des travailleurs qui sont victimes de délocalisation d'entreprise ou bien de concurrence déloyale avec des ouvriers qui viennent d'ailleurs et moins chers, avec le dumping social qui sévit malheureusement. On le connaît aussi en Belgique. Mais de ne pas venir dans la commission où on a possibilité de faire changer les choses, ça c'est grave. C'est de faire croire qu'on est aux côtés des gens, mais en fait on ne travaille pas dans leur intérêt. Ça c'est exactement la caricature de Marine Le Pen. Vous dites qu'il ne faut pas mettre tous les députés, les élus du FN, dans le même panier, si je puis dire. Il y en a qui débutent. Des élus qui ont reçu l'aval du peuple, ils sont là pour travailler. Il y en a qui vont certainement s'impliquer. Tant mieux, c'est leur rôle. Ils doivent bien ça aux citoyens. Et puis, je dis, le mauvais exemple dans leur groupe est donné par leur chef de file Marine Le Pen, qui ne travaille pas dans le Parlement, est présente 3 jours par mois à Strasbourg, fait du foin, est sur les plateaux de télévision, invite M. Salvini, par ailleurs un xénophobe puant dans ce Parlement, M. Salvini. Hein, elle refuse de faire alliance avec d'autres, ça on laisse juge. Mais Salvini est quand même un xénophobe quasi digne d'autres extrémistes du Jobbik, par exemple en Hongrie, avec qui elle refuse de s'allier. Sophie In 't Veld, vous êtes d'accord avec cette analyse de votre collègue Marc Tarabella qui dit qu'il y a un peu un double visage, un double jeu? Bon, le problème, c'est que d'un côté, on ne peut pas exclure des députés parce qu'ils appartiennent à une partie ou autre. En même temps, ils doivent être obligés à participer dans le processus démocratique et ils se refusent, c'est ça le problème. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est faux. Parce que moi personnellement, je peux vous dire que je suis prête à travailler avec chaque collègue qui est prête à participer dans le processus démocratique. Y compris ceux du Front National. Écoutez, mais on travaille sur base des idées. Moi, je n'ai jamais été favorable à des cordons sanitaires, des trucs comme ça. Mais ils ne se prennent pas au sérieux eux-mêmes et s'ils veulent vraiment achever quelque chose pour leurs électeurs, ils doivent être prêts à faire des compromis et à chercher des majorités comme tout le monde. Parce que moi aussi, en tant que centriste libéral, moi aussi, je dois faire des compromis avec les partis de gauche, les partis de droite. C'est comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. Et je ne crois pas qu'ils achèvent beaucoup pour les citoyens qui ont mis confiance en eux. S'ils ne participent pas, ils restent là à crier, ils sont à côté du jeu, ils font beaucoup de fracas, mais ils n'achèvent strictement rien. Il faut 25 députés venus de 7 pays différents. C'est le règlement du Parlement européen pour faire un groupe. Pour l'instant, le Front National ne les a pas. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir ce groupe au sein du Parlement européen bientôt? Il pourrait, mais je trouve normal que le Parlement ait une règle claire. Vous savez, nous sommes 751 députés venant de 28 pays. Et donc il faut des règles. Il y a 150 partis nationaux représentés au Parlement européen, à peu près. Donc il ne faut pas changer cette règle? Non, il ne faut pas la changer, parce que si vous voulez que le Parlement soit un foutoir, il faudrait que 2-3 personnes puissent faire un groupe. Or, ici, il y a 7 groupes politiques, de la gauche, on va dire extrême, mais de la gauche radicale jusqu'à la droite radicale. Il y a 7 groupes politiques. Il pourrait y en avoir un 8e. Mais il ne peut pas y en avoir 25 ou 30. Ce serait une cacophonie permanente. Or, il est quand même normal qu'une assemblée s'organise pour que les travaux puissent se faire et évoluer vers des compromis nécessaires. Personne n'est majoritaire dans ce Parlement. Il faut toujours se parler entre différents groupes pour arriver à des compromis les plus larges possibles. Et donc, il est normal qu'il y ait cette règle de limitation de création de groupes.
C'est une contrainte, Oui. mais bon, Oui, et c'est elle s'applique à tout le monde. pas pour exclure des députés, mais il faut bien comprendre qu'on donne des moyens du Parlement européen à un groupe pour faire le travail ici au sein du Parlement européen. Et Un on ne groupe, peut pas par donner... rapport aux non-inscrits, il a plus d'argent et puis surtout il a un temps de parole compté. Qu'est-ce qu'il a de plus? Le temps de parole est proportionnel au nombre de personnes. Donc eux, ils ont Il y a 50 non-inscrits ou une quarantaine de 45 non-inscrits, ils ont un temps de parole au prorata de leur importance relative, c'est la règle au Parlement. Donc leur voix est prise en compte. Oui. Si on travaille sur un sujet, disons, nous, on travaille ensemble dans la commission des droits des femmes, par exemple. Si je fais des négociations au nom de mon groupe avec M. Tarabella au nom de son groupe, je sais très bien qu'il y a 180 députés derrière lui. Mais je ne peux pas négocier avec chacun des députés individuellement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut trouver des terrains d'entente, des compromis. Oui, parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans le Parlement national, pas non plus. Alors, je vous propose d'entendre ce que dit un de vos collègues, député européen, le français Jean Arthuis, au sujet du Front National. C'est très court et explicite. Écoutez. Ils sont un indicateur de la déception populaire, un indicateur du dysfonctionnement de la gouvernance publique. C'est tellement commode pour un chef d'État, pour un chef de gouvernement, de s'essuyer les pieds sur le paillasson européen. Marc Tarabella, est-ce que cette stratégie qui consiste à dire si ça ne va pas, c'est la faute de l'Europe, le paillasson européen, etc., est-ce que ça a de l'avenir de cette... Jean Arthuis a raison dans son analyse très courte, son propos très clair, qu'effectivement, remettre la faute de tous les maux sur le dos de l'Europe, l'Europe est certainement responsable par une dérive de certaines politiques de problèmes créés. Elle a résolu aussi beaucoup de problèmes. Donc pour vous, elle est une solution. C'est vrai de dire qu'il s'essuie les pieds sur le paillasson européen, comme le dit Jean Arthuis. Oui, c'est dit de manière un peu vive, mais c'est vrai. On s'enorgueillit peut-être de politiques qui sont des réussites. Et quand il y a une contrainte, on dit c'est de la faute de l'Europe, c'est de la faute de Bruxelles, dit-on dans tous les pays d'Europe. Nous, en Belgique, on ne dit pas c'est Bruxelles, tout le monde est à Bruxelles. Tout le monde est à Bruxelles. Mais clairement, nous sommes à Bruxelles. Il y a de ça. Maintenant, il est clair aussi que le Front National, comme d'autres partis populistes d'extrême droite, surfent sur le mal-être des gens, sur la crise économique. Et n'ont pas de solution, il faut croire qu'ils ont des solutions, et ainsi voient monter leur cote de popularité dans la population. Alors les élus europhobes et d'extrême droite, dont le FN, et les Italiens du mouvement des 5 étoiles de Beppe Grillo ont déposé une motion de censure contre la nouvelle commission Juncker. Elle a été rejetée, mais tout de même, est-ce que ça ne risque pas de créer un précédent? Elle a quand même été présentée avec cette alliance constituée pour l'occasion. Personnellement, je ne suis pas choquée, c'est la démocratie. Ça vous choque pas? Mais honnêtement, moi, d'une certaine façon, je me réjouis même de la présence de tous ces partis, même de l'extrême droite, parce que ça rend le Parlement européen beaucoup plus représentatif. Parce que je me souviens, il y a 20 ans, il n'y avait que 2 grands groupes politiques, avec un petit groupe libéral entre les deux. Maintenant, c'est vraiment la réflexion de l'électorat. Donc c'est beaucoup plus... Et je voudrais ajouter quelque chose à ce que disait M. Arthuis, mon collègue de groupe, c'est qu'il ne faut pas accepter à 100% ce discours que comment dire, l'Europe c'est le bouc émissaire et tout ça, parce qu'on voit exactement le même discours, le discours identique aux États-Unis. Mais là, il n'y a pas de Bruxelles comme bouc émissaire, mais là c'est contre l'immigration, peur de la mondialisation, peur de la perte d'identité nationale. Donc c'est un peu le même discours. Là, on a le Tea Party, on a la même stagnation politique, la même paralyse politique. Donc c'est un peu, il y a un problème plus grand, c'est que les gens ont peur de tous les développements. C'est la crise économique, donc ça n'a rien à voir avec toutes les fautes de l'Union européenne. Par rapport à la motion de censure, ils ont fait la preuve de toute leur inutilité dans ce Parlement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le droit de le faire, ils l'ont fait. Mais quel est leur but? C'est de bloquer l'Europe, c'est que la machine ne tourne plus, c'est que les décisions ne se prennent plus. Parce qu'ils sont anti-européens profondément. Alors est-ce que ça vous choque d'être au cœur, de siéger au cœur de ce qui... Ce qui est choquant dans leur dépôt de motion, c'est qu'ils la font à peine 10 jours après ce que M. Juncker et toute sa commission aient commencé à travailler. Une motion de censure, elle sert à peut-être sanctionner une commission qui ne travaille pas, qui fait des erreurs. Donc c'est un coup d'éclat plus qu'un véritable... C'est un coup d'éclat et qui a renforcé M. Juncker, parce que je signale que la motion a été rejetée par plus de voix que le nombre de voix qu'il a obtenu pour se faire élire président de la Commission, et sa commission pour être... contraint aussi certains à le soutenir finalement, alors qu'ils auraient
peut-être voulu être critique sur cette affaire LuxLeaks que visait l'affaire la... LuxLeaks, moi, la motion de censure. J'ai signé avec mes amis socialistes belges, Mme Arena et M. Bayet, nous avons signé la demande d'enquête. Sur LuxLeaks. Mais bien sûr. Parce en dehors de cette motion. motion. Il faut vider l'abcès. C'est un abcès. La fiscalité dérégulée au niveau européen, c'est un abcès. Je suis très contente de l'apprendre, ça, parce que mon groupe, le groupe libéral, avait proposé une commission d'enquête qui... Au début, les deux grands groupes ont dit oui, très bonne idée, mais ils ont essayé à l'enterrer un peu, en faire un petit rapport. Donc, s'il y a de l'appui de votre groupe pour l'idée de... Les socialistes belges, surtout francophones, sont les plus rebelles du groupe socialiste. Et donc, voilà, je suis heureux de te faire plaisir, mais voilà, nous avons signé... J'ai confiance... Dernière question sur tous ces partis europhobes, eurocritiques, eurosceptiques. Est-ce qu'ils ont plus de différences que de points communs? Est-ce qu'il faut craindre une lame de fond ici au Parlement? C'est clair que la difficulté qu'ils ont, mais ça c'est leur problème et je ne vais pas surtout essayer de m'immiscer dans leurs problèmes, c'est qu'ils ont des logiques très différentes. Il y en a qui sont purement nationalistes, donc sont arrangés avec d'autres. Par exemple, le UKIP britannique, ou c'est encore autre chose? Ça, c'est très compliqué. Eux sont europhobes, ils veulent la disparition de l'Europe, sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils n'ont pas de solution. Enfin, c'est caricatural. Mais... sont pas ils s'appellent eurosceptiques, europhobes, mais c'est pas vrai. Ils sont anti-européens. Et ça, il faut... Soyons clairs. Et pourtant, mais en plus, la grande majorité de ces partis et ces députés anti-européens, ce sont également des xénophobes, des racistes, des antisémites, des homophobes, des misogynes, des nationalistes. Et en plus, il y a des partis... les valeurs. Il y a des partis, apparemment, M. Gollnisch l'accepte, des partis qui n'acceptent plus le système démocratique, qui disent on a le droit d'utiliser la violence pour imposer nos idées politiques. Aube dorée, c'est des nazis. Ce ne pas des néo-nazis, ce sont des nazis. Et si M. Gollnisch, lui, voit bien l'utilité de s'allier avec eux, les fachos se ressemblent et s'assemblent, c'est son souhait. Et donc, mais ils ont des distinctions entre eux, claires, mais il y a quand même une lame de fond qui les réunit, c'est un extrémisme de droite exacerbé, c'est l'Europe de laquelle on a tourné la page, grâce à l'Union européenne. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau, on vous laisse repartir dans l'hémicycle. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Europe Hebdo. Ciao, ciao. Thank you.